Donc bonjour, je suis Gilles Marcadet, donc je suis aussi entomologiste et collègue de Benoît. Donc après le fait, enfin donc Benoît vous a présenté donc toutes les principales bestioles qu'on peut trouver dans le milieu et les gestion... Pardon. Et donc moi je vais vous parler plus particulièrement des parasites qui vont se retrouver dans le milieu agroalimentaire avec l'évolution du métier des 3D. Donc les 3D, la désinsectisation, dératisation, désinfection. Il y a de belles évolutions en ce moment. Le métier est en train de se professionnaliser de plus en plus. Et donc du coup, je vais vous parler de ça. Et des normes agroalimentaires que vous passez. Donc la gestion des nuisibles dans les normes agroalimentaires. Avec en particulier un focus sur l'IFS 7. Parce qu'il y a sur l'IFS Food 7. Parce qu'il y a eu des évolutions récentes. Il y a un cahier des, enfin, il y a un guide de lecture sur le pest control qui est sorti il y a 3 semaines. Il est qu'en anglais pour l'instant, mais voilà. Dans l'autre sens. Alors. Donc d'abord, je reviens sur des choses que Benoît a déjà expliquées, mais avant de commencer à lutter contre les nuisibles, il faut savoir quels sont les nuisibles. Et qu'est-ce que c'est réellement un nuisible? Donc le nuisible, ça dépend vraiment de l'activité de l'entreprise. On va avoir dans un restaurant, le fait qu'il y ait un chat qui se balade dans la salle, c'est pas un gros problème. Dans une usine, c'est pas la même chose. Voilà. Donc après, les nuisibles, c'est vraiment défini en fonction donc, du coup de l'entreprise, du client de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez, en fonction de vos clients qui vont vous demander donc, aux fournisseurs d'avoir tel ou tel cahier des charges, vous n'allez pas lutter contre les mêmes nuisibles et vous n'allez pas avoir le même degré d'exigence sur ces nuisibles-là. Et c'est défini aussi en fonction des autorités, parce qu'on est en milieu agroalimentaire, donc il y a la sécurité alimentaire. Donc des exemples de nuisibles. On va parler par exemple d'espèces pouvant occasionner pouvant occasionner des dégâts. Donc c'est les ésodes, donc c'est ce que disait Benoît. Les ésodes, c'est ragondins, c'est des choses qui sont plutôt agricoles. Les espèces exotiques envahissantes, donc ça, il y en a tout un tas, comme le frelon, par exemple. C'est des bestioles qu'on va pouvoir retrouver en agroalimentaire, mais qui sont pas le focus principal qu'on va avoir. Les bioagresseurs ou les synanthropes ou les nuisibles urbains, c'est vraiment les choses les principales qu'on va avoir en agroalimentaire, là, par contre. Donc les synanthropes, c'est les bestioles qui sont vraiment au contact de l'homme et qui vivent au contact de l'homme. C'est le commensal de l'homme. Et après, on va aussi avoir les animaux marrons. Donc les animaux marrons, ce sont les animaux qui sont revenus à la vie sauvage, donc des animaux domestiques revenus à la vie sauvage, ou des animaux divagants, comme par exemple les chats, parce qu'on peut retrouver, enfin je parle des chats parce qu'on peut retrouver parfois des chats en milieu agroalimentaire, ce qui est quand même assez surprenant, mais on a une grosse infestation de souris, on a aussi parfois des chats qui se baladent parce que l'herméticité n'est pas suffisante. Donc les nuisibles en agroalimentaire, c'est défini par la norme EN 16636. Donc je la répète, Benoît en a déjà parlé, mais c'est les organismes préjudiciables pour l'homme, pour l'activité humaine, pour les biens matériels ou les produits utilisés ou fabriqués par l'homme. Donc en milieu agroalimentaire, c'est à peu près toutes les bestioles. C'est vraiment ça qu'il faut. On essaye d'éliminer, et on a un degré d'exigence qui est le plus haut. C'est pour ça que c'est le plus rigolo aussi. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer d'éliminer tout le monde, quoi. Y compris les espèces protégées, à part ça. Parce que on va refuser d'avoir des chauves-souris, par exemple, ou on va refuser d'avoir des insectes, certains insectes qui peuvent être protégés. On va avoir des cérambiques, des choses comme ça qui peuvent être protégées de temps en temps. Et je vais parler plus près. Pardon. J'ai pas l'habitude de parler qu'à micro, excusez-moi. Donc je vous fais juste d'abord le contexte réglementaire de la lutte contre les nuisibles, donc des professionnels de la lutte contre les nuisibles. Donc tout d'abord, il y a la loi biocide. La loi biocide, vous savez sûrement ce que c'est, mais c'est la loi qui autorise tous les produits de lutte contre les nuisibles. Enfin, qui autorise ou qui interdit. Mais pour utiliser un produit, il faut avoir une homologation. Donc il y a 3 TP, donc 3 types de produits importants pour notre métier. C'est les rodonticides, qui est le TP14, les insecticides et tous les attractifs et répulsifs. En 2018, et je l'ai mis là parce que c'est un changement très important dans notre métier,
en 2018, lors du renouvellement des autorisations des rodonticides, donc les rodonticides, c'est les produits contre les rongeurs, hein. Il y a eu une nouvelle demande faite par ces AMM. Enfin, les AMM ont obligé tous les utilisateurs de ces produits-là à ne plus utiliser des produits rodonticides pendant plus de 35 jours. Et avant de les utiliser, il fallait d'abord avoir une détection de ces rongeurs. Ce qui est super, c'est-à-dire qu'avant, on mettait du produit sans regarder. On disait, potentiellement, il peut y avoir des rongeurs, je mets du produit. Bon, c'était... avant, il pouvait se passer ça. C'était déjà plus le cas, mais voilà. Là, maintenant, il faut s'assurer de la présence de rongeurs pour commencer à lutter. Lorsqu'on commence à lutter, on va vraiment intervenir très régulièrement et essayer d'arriver jusqu'à la fin de l'infestation. C'est-à-dire que dès qu'on met en place des appâts, on va les vérifier tous les 7 jours et on devrait théoriquement avoir fini la lutte au bout de 35 jours. Si jamais on n'a toujours pas fini la lutte, on peut augmenter ce délai-là en changeant de molécule et en prouvant qu'il y a tel ou tel problème qu'on n'a pas encore réussi à régler. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir documenter tout ça, il va falloir expliquer que, attention, on a toujours la présence de rongeurs et il faut vraiment qu'on règle ce problème-là. D'un autre côté, on a la loi Egalim qui fait quand même un focus assez important sur les souffrances animales. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'il y a un paquet de moyens de lutte qui sont un petit peu sur la sellette, y compris les rodonticides. Alors, dans la gestion des nuisibles, bon, d'abord, il y a le plan de maîtrise sanitaire que vous devez connaître. Le plan de maîtrise sanitaire, c'est tout ce qu'il y a dans le paquet hygiène, c'est-à-dire tous les règlements français sur l'hygiène et la sécurité en milieu alimentaire. Donc ça part des bonnes pratiques d'hygiène et de toutes les demandes légales. Ça regroupe l'HACCP. Qu'est-ce que c'est que l'HACCP ? C'est vous savez à peu près ce que c'est, c'est-à-dire qu'on va contrôler tous les points, parce que je vois qu'il y a des gens qui disent oui, l'HACCP c'est bon. Donc l'HACCP, on va chercher à évaluer le problème et à régler tous les problèmes, donc tous les points critiques qu'il y a sur un site. Et la traçabilité enfin, c'est-à-dire qu'on va tracer tout ce qu'il y a, tout ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, nous les professionnels de la lutte contre les nuisibles, on se dirige de plus en plus vers la norme EN 16636. Donc il y a de plus en plus de sociétés qui suivent vraiment cette norme-là. Donc je vais parler un petit peu plus de cette norme qui est une norme vraiment métier liée à notre activité. Et cette norme-là, pourquoi est-ce que j'en parle particulièrement ? C'est parce que ça a été repris dans l'IFS, notamment. Dans la version précédente de l'IFS, ils en ont mis un gros focus dessus, sur la version 6. Et cette norme 16636 demande juste, suit ce diagramme-là. Donc ce diagramme, c'est quoi ? C'est, premièrement, avant toute intervention, on va commencer par inspecter le site. Ça semble assez naturel, mais c'est bien de l'identifier là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a évalué le site, qu'est-ce qu'on évalue dans le site ? On va voir quelle est l'activité du client, quels sont ses risques, quels sont ses problèmes actuels. Donc ça, c'est dans le point 5.3, c'est-à-dire qu'on va évaluer les origines de l'infestation. Et on va aussi essayer de trouver quels sont les risques pour le client. Et par rapport, alors ces risques-là, ils sont définis par rapport à son activité, toujours la même chose, son degré d'exigence et le degré d'exigence des autorités, et le risque potentiel qu'il y a lié à l'environnement du site, au site en particulier, à l'activité, et l'activité en particulier. Pardon. Donc je le reprends là-dessus. La norme 16636, il y a 4 grandes étapes. Oui, pardon, je suis parti un petit peu vite. Excusez-moi. Donc, une fois qu'on a déterminé ça, on va élaborer un cahier des charges. Donc, le cahier des charges, il se discute avec le client. Donc, quand vous avez un prestataire qui vient vous voir ou que vous appelez un prestataire, la première chose à faire, et c'est très important, il faut qu'il évalue réellement le site et qu'il puisse vous dire, attention, il y a tel point sur lesquels il va falloir faire attention. Vous avez tel risque. Et donc, du coup, il va falloir qu'on mette ça en place. Et donc, une fois qu'on a défini ça, on doit définir un dispositif de gestion des nuisibles, de prévention et de lutte contre les nuisibles.
Et donc du coup, avec ça c'est à discuter avec vous. Le prestataire doit discuter avec vous en disant moi je veux mettre ça en place parce que vous avez tel risque, tel risque, tel risque. Et on doit définir ça dans le contrat. Donc une fois que vous avez signé le contrat, on passe à l'étape supérieure qui est la mise en route du traitement. Donc le traitement, c'est parfois juste des détections, parce que vous n'avez pas d'infestation actuellement, on met juste des détecteurs, on met aucun produit s'il n'y a pas besoin de mettre du produit aujourd'hui. On va essayer de limiter les risques au maximum. Donc du coup, on met en place tous les dispositifs de lutte. Attention, ces risques-là, enfin ces dispositifs, ils doivent être faits en fonction de la bestiole que vous voulez chasser, et pour chaque bestiole. C'est-à-dire que vous avez un risque dans une usine, un risque de IPS, donc d'insectes des produits stockés. Vous allez mettre en place tel piège, tel piège, tel piège, parce que vous avez ces risques-là. Vous avez un risque de rongeur, vous allez mettre en place ça. Vous avez un risque de mouche, et ben vous allez en mettre en place des DEIV et compagnie. Ensuite, vous allez suivre ces dispositifs que vous avez mis en place. Et donc, du coup, vous allez suivre ce truc-là, tout tracer, et mettre des recommandations clients. C'est-à-dire que là, vous voyez un trou qui se fait dans le bardage. Le prestataire se doit de vous dire attention, là vous avez un trou, il y a un risque d'infestation parce qu'il peut y avoir une entrée de rongeurs et une installation de rats par exemple. Et du coup vous devez boucher ce trou, il va vous émettre cette recommandation, il va la tracer, vous devez fermer la recommandation. C'est-à-dire que vous devez dire bon ok, ça j'ai vu, je mets en place avec mon service technique le bouchage du trou, le trou est bouché, fin de la recommandation, tout va bien. Mais ça c'est vraiment une grosse évolution par rapport à ce qui se passait avant. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez industriel, vous disiez, généralement, c'était la gestion des nuisibles, je prends un prestataire, le prestataire, il se débrouille, il doit mettre ça en route. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On parle vraiment de partenariat. Essentiellement, on essaie de limiter au maximum les intrusions de rongeurs. On ne cherche plus à enlever des infestations, on cherche à ne pas avoir d'infestation du tout. Ce qui veut dire que tout le travail en amont, il est à faire par vous. Le prestataire est là pour vous aider et vous mettre le point sur les endroits que vous auriez pu rater. Donc, c'est-à-dire qu'il va vous dire, attention, dans les carters de machine, vous n'avez pas suffisamment de nettoyage. Là-dedans, je peux avoir du tribolium, je suis sûr, un insecte des produits stockés. Là, si vous n'enlevez pas les carters et que vous ne nettoyez pas régulièrement ça, attention, là, vous allez avoir le problème. Moi, je ne veux pas utiliser d'insecticide parce qu'après, ça devient très compliqué dans les normes, donc du coup, je veux que vous nettoyiez ça en amont. Vous avez de la végétation qui est trop près du bâtiment. Il va vous dire attention, la végétation, il faut la reculer, parce que plus c'est près, plus vous avez de risques d'infestation d'insectes et de rongeurs qui peuvent rentrer aux abords du bâtiment. Si vous avez des trous partout, si vous êtes dans une passoire, ça va être très compliqué parce qu'on ne peut pas lutter contre le monde entier et on va devoir mettre des quantités de biocides assez importantes. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, le prestataire est vraiment une aide pour vous pour fermer la boîte, en gros. Vous avez une boîte qui est fermée, c'est très simple de maintenir dans cette boîte fermée 0 rongeur, 0 insecte. Dès qu'on a un problème, on met un petit peu de biocide, on les tue, on enlève tout, c'est fini, tout va bien. Si vous avez une passoire, on va mettre du biocide, il y en a toujours un à côté qui va revenir. On est quand même sur des espèces qui sont invasives, qui sont avec une reproduction qui va très très vite, et donc on va avoir des entrées systématiquement dedans. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on évalue la pertinence du dispositif. C'est-à-dire qu'au départ, on met en place un dispositif, on va mettre beaucoup de choses parce qu'au départ, on veut être sûr d'avoir bien tuer tous les nuisibles et de vraiment détecter tous les endroits. Et au fur et à mesure, on va faire évoluer ça. C'est-à-dire vraiment avoir un esprit critique par rapport à notre prestation. Est-ce que c'est suffisant ce qu'on a mis ? Est-ce que c'est pas trop ? Est-ce que là on a eu tel résultat ? Est-ce que c'est un bon résultat ou pas un bon résultat ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'année suivante ? Et donc c'est vraiment l'amélioration continue et vraiment maintenant la base de notre métier aussi. Donc on va revenir dessus régulièrement et se revoir très très souvent pour essayer d'évaluer ce qui se passe. Et donc on tourne un peu comme ça. Donc je résume juste la norme 16636, il y a vraiment 4 grands points. Donc, premièrement, je me répète, mais je vais assez vite. L'inspection, l'évaluation de la situation et l'évaluation des risques.
par bestiole, par type par lieu, par zone, enfin voilà. Les outils et les méthodes qui peuvent être envisagées pour lutter contre ces nuisibles. Une fois qu'on a fait ça, on va définir le plan de gestion et on va détailler l'ensemble des prestations dans le contrat. Le contrat, il doit absolument montrer tout. Les fréquences de passage, les attendus, le suivi, les recommandations qui doivent être dites. On doit dire, on va vous faire des recommandations, vous devez, dans la mesure du possible, parce que bien sûr, si on vous dit faut abattre l'usine, il faut en reconstruire une, bon, vous allez nous dire non. Voilà. Mais il va falloir vraiment tout détailler dans le contrat. La fourniture du service, la gestion des déchets, la traçabilité de la prestation et l'émission des recommandations, ça c'est vraiment notre métier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout défini, voilà, là on met en place le travail. Donc ça c'est la troisième partie de notre norme. Et enfin, on évalue l'efficacité du dispositif, on critique notre action et on continue la surveillance du site. Cette façon-là, c'est vraiment aller vers une gestion intégrée des nuisibles. La gestion intégrée des nuisibles, on parle aujourd'hui de gestion intégrée, d'IPM en anglais, parce que ça fait toujours mieux en anglais, donc c'est d'Integrated Pest Management. Donc, qu'est-ce qu'on fait en gestion intégrée des nuisibles ? Pardon, je me suis perdu. On définit tout dans une évaluation des risques, donc les risques pour vous, et on utilise le moins de produits biocides possible. Et en utilisant le moins de produits biocides possible, on va utiliser tout le panel qui nous est offert pour lutter contre les nuisibles. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses pour lutter contre les nuisibles. Il y a des choses qui existent depuis très longtemps, il y a des choses qui sont un peu nouvelles. On va essayer, le but étant de réduire notre impact sur l'environnement. Mais, et ça je reviens quand même dessus, la gestion intégrée des nuisibles, ça c'est important de réduire notre impact sur l'environnement, mais il ne faut pas oublier que notre but premier est quand même de limiter au maximum dans ce qu'on cherche les nuisibles. Donc c'est très bien de mettre des produits, enfin de plus mettre de produits et de ne plus avoir d'action pour limiter l'impact sur l'environnement, mais il ne faut pas oublier que le principal, c'est de ne pas avoir de nuisibles. Donc il faut quand même lutter là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on va revenir, on va définir l'évaluation des risques et on va revenir dessus à la fin pour être sûr que notre action a été efficace. Donc là, je vais vous faire juste un tour d'horizon des produits qui sont à notre disposition aujourd'hui pour justement lutter contre les nuisibles. Donc je vais aller assez vite. Il y a quelques fournisseurs derrière dans la partie gestion des nuisibles qui sont là, qui pourront vous expliquer beaucoup mieux ce qu'ils font. Et voilà, je vous montre juste tout le panel d'actions qu'on peut faire. Donc en premier, et c'est pas pour rien que je le mets en premier, c'est l'herméticité. Parce que comme Benoît l'a très bien dit tout à l'heure, qu'on peut boucher un trou de rongeur et du coup n'avoir plus du tout de problème de rongeur. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment avoir une lutte efficace contre les nuisibles, la première chose, c'est l'herméticité. Donc on va boucher tous les trous. Donc il y a des choses qui sont... il y a les balais de porte pour empêcher les rongeurs de passer sous la porte. Il vous a expliqué que ça passait dans très très peu d'espace et donc du coup les rongeurs peuvent... en bouchant ces portes-là, les rongeurs ne peuvent plus passer. Il y a des produits vendus par Bermatom, là, notamment, qui est derrière, qui sont des limailles de fer pour empêcher. Exactement, voilà, ils sont là, donc ils vous expliqueront mieux que moi. On peut aussi utiliser donc tout simplement du silicone, en mettant une grille avant pour empêcher les souris de passer. On va utiliser du béton, on va utiliser tout plein de choses, mais le but c'est vraiment de fermer absolument la boîte. On utilise aussi des outils de répulsion qui ont des efficacités plus ou moins intéressantes. Je ne vous le cache pas. C'est-à-dire que la répulsion, ça peut marcher dans les endroits où il n'y a rien du tout et où il y a peu de risques. Si vous avez vraiment une réserve alimentaire
et que vous allez mettre un ultrason, ça suffira pas. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que ça fait partie de l'arsenal qui est à notre disposition, mais ça ne veut pas dire que c'est suffisant. Il faut toujours utiliser une combinaison de ces produits-là. Les appareils à infrasons, c'est des appareils qui vont faire bouger le sol, et ce qui va rendre le sol un peu compliqué pour les rongeurs. Donc du coup, ça va permettre aussi d'isoler certaines zones. Ça marche pas mal dans les chemins de câble notamment. Parce que du coup, ça se bouge assez bien dedans, et du coup, il y a moins de passages. On peut vraiment voir qu'il y a moins de passages. Il y a des répulsifs aussi qui existent à base d'huile essentielle. Alors, ces produits-là, je ne sais pas, en agroalimentaire, il faut faire quand même très attention. Il faut les utiliser en fonction de la zone. On ne peut pas toujours les utiliser. Donc, l'agroalimentaire, on les utilise un peu moins. Les caméras, qui sont un bon outil aujourd'hui. Les caméras sont vraiment un outil hyper important pour la gestion des nuisibles, parce que ça va nous permettre justement de voir s'il y a des rongeurs ou pas, tel type de rongeurs, parce que parfois on a quelques ennuis à identifier réellement les lieux de passage, donc parfois ça peut nous aider à ça. J'ai mis un rongeur, mais ça peut être très bien aussi sur d'autres animaux. Là ici on voit que le rongeur il est sur le piège, parce qu'on a des pièges qui sont à notre disposition aussi. Mais il faut faire attention, les pièges, il faut vraiment que le rongeur passe dedans. Donc c'est pour ça que, mais je reviendrai dessus, mais le piège n'empêche pas l'inspection. Principale chose, c'est quand même d'inspecter les lieux. Après, on utilise des appâts de détection. Donc les appâts de détection, c'est exactement la même chose que l'appât rodenticide que vous connaissez, sauf que dedans, il n'y a pas de toxique. L'intérêt, c'est de pouvoir voir, ah, là j'ai une entrée de rongeur. Donc là, une fois que le produit est grignoté, je sais qu'il faut que je mette du toxique dedans. Alors les pièges, on a les pièges monocapture. Alors là, vous allez vous dire, on a réinventé l'eau tiède là, mais c'est vrai que ça existe depuis très très longtemps. Mais les pièges monocapture, c'est très utilisé en agroalimentaire. Dans certaines zones, on va ne mettre que des produits, on va vraiment n'avoir du produit toxique qu'en dernier recours. Donc du coup, on utilise beaucoup de pièges mono ou multicapture. Donc là, il y a les fameuses tapettes, il y a les produits à plaque à glu qui peuvent être mis en place. En extérieur, il y a aussi, je ne l'ai pas mis là, mais il y a aussi d'autres dispositifs. Il y a le goût de nature, notamment, qui est un marteau, en gros. Le rongeur avec un attractif dessus, le rongeur vient dessus et il y a un marteau qui lui tape dessus. C'est comme ça. Mais il y a des... Voilà. Donc ça, c'est les pièges monocapture. Ils sont très intéressants, surtout contre les intrusions. Donc vous n'avez rien sur le site. Vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas une bestiole, enfin un rongeur qui rentre et tout de suite le piéger quand il rentre. Si vous avez vraiment rien et que la boîte est bien fermée, ça peut être très intéressant. Par contre, en cas d'infestation, c'est clairement insuffisant. Vous avez besoin, enfin c'est très compliqué d'éliminer complètement une infestation avec juste des pièges. En extérieur, ça pose quand même des problèmes, ces pièges-là, parce qu'on piège quand même pas mal d'oiseaux. Enfin, on peut avoir vraiment des problèmes, quoi. Donc, il faut d'oiseaux, de hérissons, enfin, de rongeurs non cibles aussi, qui se baladent là, mais qui n'ont pas tendance à rentrer dans le bâtiment. Donc, ils sont en extérieur, et donc on va mettre des produits qui vont aller tuer des bestioles qui ne sont pas du tout cibles. Donc là, on est quand même assez loin justement de la gestion intégrée. Parce que derrière, là, notre but, c'est vraiment de ne pas avoir un effet un impact sur l'environnement. Donc si on tue des bestioles non cibles, on a un impact important sur l'environnement. Il y a beaucoup de mésanges qui se prennent là-dedans. D'ailleurs, je vous ai mis là-dessus juste un truc que j'ai repris sur un journal, là. Vous voyez qu'il y a dans le Limousin un gros problème. Enfin, il y a eu une alerte en disant... un centre de sauvetage d'oiseaux disait attention, depuis l'utilisation massive des pièges à tapettes, on piège quand même régulièrement des oiseaux, et ils ont eu 100 ou 200 oiseaux qui étaient arrivés dans leurs locaux complètement à problème. Et là on voit une chouette effraie qui avait eu la patte qui avait été prise dedans. Et donc, il y avait qui savait plus rien, qui avait dû être soigné, pardon. On a également des pièges multicapture.
Alors les pièges multicaptures, il y en a plein d'autres hein, qui existent. Ça, vous pourrez voir chez les fournisseurs qui sont derrière. Mais les pièges multicaptures, ça va être un moyen de piéger soit les souris, soit les rats. Alors sur les rats, c'est pareil, c'est quand même très compliqué de piéger une infestation, enfin une colonie complète de rats grâce à des pièges multicaptures. Parce que les rats, c'est comme disait Benoît, c'est quand même des bestioles qui sont hyper intelligentes, qui sont avec des groupes, donc alpha, bêta, gamma, qui vont... donc du coup, on va en piéger un ou deux, mais après les autres, voyant que le rat, il ressort pas, ils vont pas y revenir. C'est pareil sur les pièges monocaptures. En rat, on va en piéger un, le deuxième, on l'aura jamais. C'est à coup sûr, on l'aura pas. Mais quel qu'il soit, on peut mettre des plaques à glu. Moi, j'ai déjà vu un passage de rat noir où sur un IPN, on avait mis des plaques à glu en série, comme ça, sur 1,50 m. On voyait sur les traces le rat prendre l'élan, sauter, arriver de l'autre côté. Hein. Voilà. Une fois que le rat il sait que là c'est dangereux, il ira plus. Hein. Ça sert à rien. Donc ici, c'est des pièges. Alors comment ça fonctionne ? Il y a des échelles à l'intérieur. Le rat va venir, va être attiré par la nourriture. Enfin, le rat ou la souris va être attiré par la nourriture. Et soit il va tomber dans une trappe, comme les deux premiers, une trappe à noyade, et donc va être noyé, soit il va être électrocuté. Voilà. L'électrocution étant finalement sur la souffrance animale un peu moins forte, parce qu'on parle de plus en plus de souffrance animale et avec des problèmes quand même dans notre façon de lutter. Alors jusqu'à preuve de contraire, mourir n'est pas quelque chose d'agréable, mais du coup, c'est vrai. Mais du coup, on a quand même des difficultés à avoir des produits qui soient respectueux de l'environnement, respectueux de la souffrance animale. Bon, on reste quand même sur de la lutte contre les bestioles et on a quand même besoin de les tuer à un moment ou l'autre, quoi. Donc on essaie de le faire le plus proprement possible, mais on les tue quand même. Et enfin, il y a la lutte chimique que vous connaissez. Donc, comme je répète très rapidement, mais aujourd'hui, une détection préalable est obligatoire. On n'a pas le droit de mettre du produit toxique sans avoir déterminé que les rats sont en place, enfin que les rongeurs sont en place. Alors, ça peut être déterminé par des appâts détecteurs, mais ça peut aussi être déterminé par la présence de traces, la présence de soins, la présence de dégâts dans les réserves. Vous avez des dégâts, vous savez que les rongeurs sont là. Vous pouvez mettre en place tout de suite un moyen de lutte. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 3 semaines que le rat vienne bouffer votre appât détecteur. Une fois qu'on a mis des produits toxiques, on doit passer tous les 7 jours. Ça doit être défini aussi dans le cahier des charges que vous avez avec votre prestataire. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, le prestataire se doit de passer tous les 7 jours pour vérifier le problème. Et enfin, il y a des nouvelles molécules qui sont arrivées sur le marché. Donc c'est la vitamine K, la vitamine D, pardon, qui est notamment qui peut être aussi un autre outil. Bon, les profils toxicologiques de ces produits-là sont à peu près les mêmes que les anticoagulants classiques. Voilà. Ensuite, on a les outils. J'ai l'impression que j'en ai passé deux, non ? Non. On a les outils connectés. Donc, qu'est-ce qui est connecté ? Ça peut être les pièges monocapture, les pièges multicapture, les boîtes d'appâtage. Les boîtes d'appâtage où on va pouvoir mesurer la quantité de produits qui a été grignoté. Donc ça, c'est des super outils. C'est très vendu en vous disant ça vous permet une surveillance 24/24, 7 jours sur 7. C'est vrai. Mais attention, et ça a quand même de nombreux défauts. C'est pas la panacée. Le métier de lutte contre les nuisibles, ça se fait pas au bureau. Donc c'est vraiment sur le terrain, on va vérifier les problèmes. J'ai vu des endroits où il peut y avoir aucun problème parce que la machine a dit il n'y a pas de problème, on va sur le terrain, on voit des passages, on voit des traces. Donc ça dépend vraiment de l'endroit où on a bien mis, il faut que les produits, les pièges aient été mis aux bons endroits. Il faut être sûr de l'herméticité du bâtiment, c'est la principale chose. Et après, il faut avoir une inspection très régulière du terrain, parce que si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien vous planter complètement. Et si vous avez un auditeur, aujourd'hui les audits, on va parler d'IFS, mais les IFS, aujourd'hui, il y a 50% du temps de l'audit qui doit être fait sur le terrain. Si vous avez un auditeur qui est un petit peu au fait
de la lutte contre les nuisibles et qui voit trois crottes, vous êtes foutu. Hein. Si vous avez dit qu'il n'y avait pas de nuisibles et que lui il en trouve, c'est mort. Donc vraiment il faut vraiment prendre ces outils-là avec un petit peu de recul. C'est super parce que ça nous aide sur plein de choses, mais ça ne marche pas déjà. Par exemple, si vous avez une passoire en usine, avec plein de passages, de toute façon le truc il va faire que biper. Donc ça sert à rien. En plus, si c'est des pièges, les premiers rats, vous allez les choper, les deuxièmes, vous n'allez pas les choper, comme je vous ai dit au premier coup. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ce qui fait que de toute façon, vous avez votre piège qui est connecté, mais le rat, il passe par au-dessus. Donc, ça ne sert à rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec tous ces nouveaux outils. Ça fait partie de l'arsenal qu'on a. C'est hyper intéressant dans plein de situations, mais ce n'est pas la panacée. C'est pas grâce à ça que vous pouvez lutter contre les nuisibles et rester au bureau. Ensuite, il y a les outils de suivi numérique. Bon, ça c'est vraiment une aide aussi. Ça vous permet de tout centraliser sur un portail. Donc après, tout dépend de votre gestion. Mais c'est vrai que là, du coup, quand vous avez un audit, vous avez toutes les FDS qui sont à jour automatiquement. Les certifications, nos certifications en tant que prestataire. Les plans d'implantation. Sur chaque plan d'implantation, vous pouvez avoir vraiment le suivi par poste. C'est-à-dire que là, on va vous dire, vous allez pouvoir cliquer sur le poste et là, vous allez voir qu'il y a eu telle touche à tel moment. Vous allez pouvoir vraiment analyser tout ça. Les rapports de visite, les recommandations. Avec le suivi des recommandations, c'est vraiment une exigence demandée par les auditeurs que tout soit tracé et tout soit suivi. Donc du coup, lorsque vous avez tout qui est centralisé comme ça, attention, il y a beaucoup de prestataires qui vont mettre des recommandations. Si vous ne les lisez pas, si vous ne les suivez pas, si vous ne les fermez pas, vous avez exactement montré à votre auditeur tous les problèmes que vous n'avez pas réglés, quoi. Donc, faire aussi attention avec ces outils-là. Il faut vraiment les suivre, vous, en tant que usine agroalimentaire. L'historique des activités par poste, donc ça j'en ai déjà parlé, et l'analyse des grandes analyses de tendance. Alors, ils sont encore très perfectibles sur les analyses de tendance, parce que généralement il y a peu de touches, donc mathématiquement, c'est pas toujours très juste les analyses de tendance qu'il peut y avoir. Si vous avez 0 une année, l'année suivante, vous avez eu une touche sur un poste, il va vous dire « Oh, attention, il y a une augmentation incroyable ». Donc il faut vraiment prendre ça, et généralement c'est retravaillé par le prestataire, parce que c'est pas vraiment sur ce site-là qu'on peut tout trouver. Donc il y en a différents qui existent, ça pareil. Vous pouvez voir chez les fournisseurs qui sont là-bas, ils en ont tous un. Le problème de tous ces trucs-là, des pièges connectés, des outils de suivi numérique, c'est que chacun a le sien, chacun a sa bonne idée, mais il y a des problèmes parfois de connectivité qui peuvent arriver, mais surtout, rien n'est compatible entre eux. Donc ça va sûrement arriver dans l'évolution, parce que c'est quand même des nouvelles techniques, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que vous avez le suivi, enfin vous ne pouvez pas faire un suivi avec différents postes. Si vous avez tel poste connecté, vous êtes obligé de rester sur ce poste-là. Mais comme je vous ai dit, on a besoin d'un arsenal complet. Et donc du coup, il n'y a pas moyen de faire des passerelles comme ça aujourd'hui. Demain, ce sera sûrement le cas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'outil numérique, on ne retrouve pas tout ça. Et c'est quand même un handicap. C'est pour ça que le prestataire revoit un petit peu tout à la fin et vous refait une étude de tendance complète. Alors, pour la lutte contre les insectes, je vais aller plus vite parce que je sens que je suis un peu long. Je regarde juste. Oui. Sur la lutte contre les insectes, bon, pareil, herméticité en premier. Donc l'herméticité, c'est plein de choses. Ça existe aussi. Enfin, c'est la même chose pour les rongeurs d'ailleurs, parce que là, j'ai mis les grooms, j'ai mis les sas, les portes sectionnelles, mais c'est toujours la même chose. Quel est le but? C'est de fermer la boîte. Plus c'est fermé, mieux c'est. Donc l'herméticité, c'est deux choses. C'est ce que vous mettez en place physiquement, mais c'est aussi la culture de l'entreprise. Si on a des portes sectionnelles mais qu'elles sont toutes bloquées en haut, ça sert à rien. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir. Donc là j'ai mis un rideau d'air qui peut marcher pour limiter les insectes, les entrées d'insectes. Les pièges. Donc les pièges, c'est pareil, on va avoir différentes choses pour les pièges. Donc on va avoir des attractifs alimentaires. On va avoir des pièges à phéromones. Donc par exemple, le piège à Plodia là, dont Benoît a déjà parlé, c'est un piège qui va attirer les mâles. Il ne faut pas en mettre trop, je vais pas refaire ce qu'il vous a dit. Mais donc du coup, ça vous permet de détecter les pièges. Pour les insectes,
ces pièges-là vont vraiment permettre de détecter une présence et donc vont vous faire chercher pourquoi est-ce qu'il y a cet insecte-là et où est-ce qu'il est. On a des pièges aussi pour les insectes rampants, pour les triboliums par exemple, qu'on va mettre dans les coins aux endroits où il y a un risque. Et si on détecte sur une plaque à glu, si on détecte cet insecte-là, on va chercher où est-ce qu'il est et on va essayer de mettre en place un traitement adéquat. Le traitement pouvant être juste un coup d'aspirateur. Hein. Ça ne veut pas dire chimie, hein, traitement. Donc les pièges à glu et les DUIV. Les DUIV, c'est les destructeurs d'insectes volants, les destructeurs électroniques d'insectes volants. Donc maintenant, il y a des tubes à LED pour réduire l'impact sur l'environnement. Et il y a des DUIV qui sont connectés, qui vous prennent des photos régulières de la plaque à glu pour vous dire, ah tiens, là il y a eu une... Enfin, ça vous permet quoi? Vous voyez la photo, si d'un coup elle s'est noircie, c'est qu'il y a eu une fenêtre d'ouverte pendant trop longtemps. Mais après, la pertinence de cette chose-là est moins importante. Mais, parce que ça reste quand même l'identification qui est le plus important. Mais voilà, ça existe aussi. Et enfin, il y a la lutte chimique. La lutte non chimique, pardon. Donc, oui, d'abord, il y a la lutte non chimique. La lutte non chimique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la chaleur. La chaleur qui est beaucoup utilisée en silo, par exemple. La chaleur qui va être aussi utilisée contre les punaises des lits. Donc ça, c'est pas du tout un agroalimentaire, mais voilà. Le froid, donc avec de l'azote liquide, on va pouvoir traiter directement, alors au contact de la bestiole, avec de l'azote liquide ou parfois avec aussi des sprays qui existent aussi, qui permettent d'aller vraiment traiter. Alors il faut vraiment être au contact de la bestiole, hein, parce qu'autrement, ça ne marche pas du tout. Mais l'intérêt, c'est qu'on n'a pas du tout de produits toxiques sur le site. Il y a la confusion sexuelle. Donc là, je reviens à mes pièges de départ. Comme vous a dit Benoît tout à l'heure, si on sature l'atmosphère en insectes et qu'on a un degré d'exigence bas, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une activité où on va avoir du papillon qui va se promener de toute façon, il y a de la farine partout, le site fait qu'on ne peut pas nettoyer exactement partout, ce qui fait que du coup, on sait qu'on va avoir ces insectes-là qui seront présents sur le site, mais on veut maintenir la population à un niveau bas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la confusion sexuelle, ce qui fait qu'on va limiter les reproductions de ces bestioles. Qu'est-ce que c'est la confusion sexuelle? On sature vraiment l'atmosphère d'hormones femelles, d'hormones sexuelles femelles. Le mâle va plus retrouver la femelle, va tourner dans tous les sens, il est complètement saturé de cette phéromone-là, alors que d'habitude il remonte la piste et il trouve la femelle comme ça. Là, il va tourner en rond et il va pas réussir à se reproduire, ou il va se reproduire sur des mauvais supports une fois sur deux. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un niveau bas de reproduction. Par contre, il y a toujours des produits, il y a toujours des bestioles en place. Un autre truc qui est quand même vachement bien, je trouve, c'est les parasitoïdes. Les parasitoïdes, qu'est-ce que c'est? C'est les parasites d'insectes. Les insectes parasites d'insectes. Alors ici, je vous ai mis un trichogramme. Mais qu'est-ce que c'est les parasitoïdes? Ça va être des petits insectes. On a d'ailleurs un exemple là-bas, qu'on verra tout à l'heure, qui vont parasiter soit la chenille, soit l'œuf, soit autre chose, enfin soit l'adulte. Non, l'adulte ça va pas être le cas très souvent, mais voilà, qui vont parasiter l'insecte qu'on veut détruire. Donc on rajoute de l'insecte sur site, mais c'est pareil, on va vouloir maintenir la population à un niveau assez bas. Ces parasitoïdes sont très petits, donc vont pas avoir de problème particulier à se retrouver, même s'ils se retrouvaient dans la chaîne de production. Enfin, la lutte chimique. Donc là, vraiment, l'insecticide, il va falloir le choisir. On n'utilise pas n'importe quel insecticide pour n'importe quel milieu. En agroalimentaire, il y a plein d'insecticides qu'on ne va pas pouvoir utiliser. On va chercher aussi en fonction de la rémanence, en fonction des résistances possibles qu'il peut y avoir sur certaines molécules. Voilà. On va utiliser aussi des répulsifs. Alors en agroalimentaire, c'est pareil, on n'utilise pas tout le temps quand même. Et on peut faire aussi des gazages. Donc le gazage, ça se fait beaucoup chez des céréaliers. Ça se fait aussi sur de la transformation justement de céréales où on utilise, c'est-à-dire qu'on va fermer pendant une semaine, on va vraiment calfeutrer l'ensemble du bâtiment, balancer un gaz mortel qui tue absolument tout et on fait 1.0 une fois par an. Voilà. C'est des choses qui sont quand même très chères. Voilà, alors je change de sujet, je change de sujet. J'ai fait le panel de tout ce qu'on a comme arsenal, et donc on va utiliser l'ensemble de cet arsenal pour faire une gestion intégrée des nuisibles. La gestion intégrée,
on va utiliser le moins de produits toxiques possible et on va essayer d'être le plus respectueux de l'environnement. On va avoir une traçabilité sur tout ce qu'on fait. On va toujours détecter avant et essayer de trouver quels sont les problèmes, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes. La fréquence et la rigueur des inspections sont primordiales pour cette chose-là. C'est-à-dire que moins on met de toxiques, moins on est efficace quand même. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait mettre du dichlorvos partout, on était sûr qu'il n'y avait rien qui volait et il n'y avait rien qui rampait. C'était assez simple. Aujourd'hui, on est sur du sniper, on va tuer telle bestiole, on va essayer de ne pas tuer les autres, et on y va parce qu'elle est présente là, on doit savoir où elle est, et on doit aller l'éliminer là où elle est. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus présent sur le terrain, et beaucoup plus acharné dans la recherche. Moins il y a de bestioles sur le site, plus c'est difficile. Et pas le contraire. Et plus c'est long. Parce que quand il y a des bestioles, on sait qu'il y en a, donc on va aller en mettre des trucs, on va gérer la population, on sait que la population elle diminue, on fait bien notre boulot, la population elle diminue. Quand il n'y en a plus et qu'il faut être sûr qu'il n'y en a vraiment plus, là c'est vraiment du boulot, quoi. Donc, pour réduire les toxiques aussi, ce qu'il faut c'est vraiment que le client soit, donc vous soyez hyper partenaire de ce qu'on fait. Plus le site est bien fermé, plus la culture de l'entreprise dit attention, les portes doivent être fermées, attention, on n'ouvre pas, on est au 3-8 en été, il fait chaud, si on ouvre une porte, tout de suite on va le retrouver sur les DUIV. Ça, il n'y a aucun problème, on va tout de suite savoir qu'il y a les papillons de nuit qui sont rentrés et donc on a un problème. Donc il va falloir vraiment que la culture de l'entreprise et les services techniques, les responsables qualité, toute l'entreprise soit derrière pour boucher les trous, pour nous aider là-dessus, pour gérer les flux aussi parfois, parce qu'on peut avoir des problèmes de transfert de bestioles entre les produits finis et les matières premières. On va parfois créer des zones de quarantaine quand on est sur des matières premières qui sont un petit peu limites. Il va falloir impliquer les fournisseurs, justement, pour être sûr que vos fournisseurs luttent bien contre les nuisibles aussi. Il va falloir impliquer vos transporteurs. Donc tout ça, c'est hyper important parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Et on va mettre plus de toxiques qu'avant. Alors, en agroalimentaire, donc du coup, il y a le Global Food Safety Initiative, qui est une coalition qui regroupe les principales normes agroalimentaires. Donc l'AIB, IFS, BRC, le FSSC 2022, qui est une adaptation de l'ISO 2022 à la gestion des nuisibles, enfin à la sécurité alimentaire, pardon. Donc du coup, c'est les principales normes. Il y en a d'autres aussi, mais voilà. Je vais vous parler, moi, en particulier aujourd'hui, de l'IFS. Parce que c'était la demande. Donc l'IFS 7, je vais vous parler uniquement du food, mais il existe pour différentes choses, pour le transport, pour le stockage, enfin pour plusieurs activités. L'IFS a sorti, il y a 3 semaines, un document, un guide de pest control. Alors, ce guide, il peut être discutable d'ailleurs, mais là, je vais vous présenter justement comment est-ce qu'il faut mettre en place l'IFS pour avoir la certification sur votre entreprise. Donc, il y a 7 points qui doivent être respectés en gestion contre les nuisibles. Alors c'est juste le point tel qu'il est présenté dans l'IFS, celui-là. C'est le 4.13, le grand point de gestion contre les nuisibles. Donc la première demande, c'est que les infrastructures et les opérations doivent être conçues et construites afin d'empêcher l'infestation par les nuisibles. C'est exactement ce que je disais dans l'EN 16636. Qu'est-ce que c'est ? Les infrastructures, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'infestation des nuisibles? C'est l'herméticité. Donc, il va falloir mettre les sas, les bas de porte, boucher les trous, enlever la végétation aux abords, mettre des portes sectionnelles. Toutes ces choses-là doivent être prises dans ce point-là. Les opérations, qu'est-ce que c'est on va justement, les portes doivent être fermées. Enfin, les portes, on a mis en place des portes, mais si on les laisse ouvertes, ça ne va pas. Quelles sont toute l'implication des services techniques, du personnel, des responsables qualité dans la sécurité alimentaire et la gestion des nuisibles.
La société, en point 2, la société doit avoir des mesures de maîtrise adéquates pour la lutte contre les nuisibles qui doivent être conformes aux dispositions légales locales. Donc, dans ce point-là, la société, justement, doit faire une analyse des risques préalables. Généralement, elle a un prestataire. Pour passer l'IFS, il vaut quand même mieux avoir un prestataire. Et doit prendre toutes les mesures adéquates. C'est-à-dire qu'il doit faire lister tout ce qu'il faut faire pour pouvoir, et tracer tout ça, pour pouvoir gérer les nuisibles. Et pouvoir expliquer à l'auditeur, bon, moi, pour gérer les nuisibles, je fais ces points-là parce que j'ai identifié tel et tel problème. Donc ça, c'est un point très très important. Au départ, on se dit, voilà, je fais telle activité, j'ai tel risque, tel risque, tel risque, tel risque. Mon site est situé ici. Ce qui veut dire que j'ai tel risque, tel risque, tel risque. Je suis avec un site qui est dans cet état-là. Qu'est-ce que je fais pour gérer mon environnement, gérer mon site, et quels sont les points de contrôle que je vais mettre en place pour être sûr que je n'ai pas d'infestation. Donc, l'évaluation des risques, c'est la chose la plus importante, à mon avis, dans l'IFS. C'est-à-dire que si on fait une bonne évaluation des risques, on n'a plus qu'à suivre notre dispositif après. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme évaluation des risques? D'abord, sur la zone, on va dire, moi j'ai tel endroit, l'administration par exemple, je peux avoir des problèmes de souris sur l'administration, même à la rigueur, ça m'importe peu, pas très grave. Imaginons que le bâtiment il soit à côté, je m'en fous complètement, disons-le. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lister en fonction de l'importance du danger et de la probabilité d'occurrence, donc la probabilité que les rongeurs, enfin que les nuisibles arrivent sur site, et je vais dire, attention, là, je m'en fous, j'ai une exigence moyenne et une surveillance moyenne sur certaines zones, et j'ai une exigence très très importante sur d'autres zones. Une fois que j'ai fait ça, je vais cartographier mes exigences. Je vais dire, attention, là, je fais un focus là-dessus, je lutte contre telle et telle bestiole ici, là, je suis plus tranquille. Ça, il faut le faire par type de nuisible. Et ça, c'est très important. Parce que généralement, on se focalise sur les rongeurs. Sauf que non, attention. Là, vous avez une production de céréales ici, une production de chocolat ici. Allez, vous avez bien géré votre herméticité. Vous êtes sûr que les rongeurs, vous allez pouvoir les maîtriser assez bien. Sauf que vous avez des entrées de matières premières avec des fèves qui ne sont pas encore torréfiées. Vous arrivez comme ça, et là, vous avez des entrées d'insectes qui sont hyper importantes. Donc il faut faire attention aussi, en fonction de l'endroit, quelles sont les bestioles sur lesquelles il faut que je me focalise principalement. Donc cette évaluation du risque doit être faite par type de nuisible. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre un dispositif en place et on le mettra sur ce plan-là en disant, voilà, là je mets tous mes points de contrôle pour être sûr que mes bestioles, elles ne sont pas là. Et après, dans le contrat, il faudra définir la fréquence d'intervention. C'est-à-dire que vraiment, toute cette partie évaluation des risques, une fois qu'on a évalué les risques, on va dire quelles sont les choses que je dois mettre en place. Et donc, quelles sont la quantité de postes qu'il va me falloir, la fréquence d'intervention, les points de contrôle que je vais pouvoir mettre sur place. Qu'est-ce que c'est un point de contrôle? C'est, je vais dire, ici, je vais inspecter ce coin-là parce qu'il y a un recoin, c'est pas toujours nettoyé, il faut que j'aille le voir systématiquement pour être sûr que là, j'ai pas de problème. Alors là, ça c'est pris dans l'IFS, hein, c'est un document de l'IFS. Une fois que l'évaluation des risques elle est faite, c'est pour ça qu'il est encore en anglais, voilà, on va dire quel est le risque par type de bestiole. C'est exactement ce que je vous disais, par zone, par type de bestiole. Ça, vous le retrouvez, c'est gratuit sur Internet, c'est dans l'IFS, quoi. Une fois que j'ai fait ça, lorsque la société utilise les services d'un prestataire externe pour la lutte contre les nuisibles, toutes les exigences mentionnées ci-dessus doivent être clairement définies dans un contrat. C'est exactement ce que je vous disais. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut que l'ensemble des actions qui sont menées et qui pourraient être menées potentiellement doivent être vraiment définies dans le contrat. Ce qui veut dire que le contrat, il n'est pas petit. Hein, c'est pas juste je vous gère les nuisibles ou je fais de la dératisation, je fais de la désinsectisation. C'est vraiment, il va falloir définir par zone et tout ça. Toute cette évaluation des risques préalables doit être faite en collaboration avec le prestataire et doit être listée dans le contrat. Donc c'est hyper important. Ça,
il y a rarement des contrats qui sont comme ça. Hein. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. C'est très rare qu'il y ait exactement que tout ça qui soit mis dedans avec l'évaluation des risques en vous disant vous risquez ça ici, donc moi je fais ça et je surveillerai de telle façon et j'analyserai une fois que j'ai surveillé, au bout d'un an, au bout de 6 mois, au bout d'un laps de temps, quelle est l'efficacité de ce que j'ai fait. C'est toujours dans le point 3. Les personnes de la société, une personne de la société doit être formée pour surveiller les mesures de maîtrise des nuisibles. Même si les services de lutte contre les nuisibles sont sous-traités, la responsabilité des actions nécessaires, incluant la surveillance continue des activités de la lutte contre les nuisibles, doit rester au sein de la société. Ça, c'est un point qui est nouveau dans l'IFS. Et c'est un point très important de l'IFS, celui-là. Parce que ça va être vraiment surveillé lors des audits. Aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes responsable qualité d'une usine, vous devez avoir une formation. Donc ça, on sait vous dispenser des formations comme ça, pour savoir quels sont les types de nuisibles, comment est-ce que je lutte dessus, un petit peu ce que faisait Benoît tout à l'heure, plus associé à votre activité. Et vous êtes responsable du suivi. Vous ne pouvez pas déléguer l'ensemble des prestations. C'est-à-dire que derrière, vraiment, chaque intervention d'un prestataire, vous devez avoir un débrief avec lui à la fin et un suivi des actions qui sont faites. Le point 4, les inspections de lutte contre les nuisibles et les actions résultantes doivent être documentées. Bon, ça c'est du classique. Tout ce qu'on fait, on le trace. Donc ça, et on le trace et on le suit dans le temps. Je reviens encore une fois, je fais beaucoup de redites, je suis désolé, mais on a une recommandation où on a un problème, on doit le suivre dans le temps et on doit clôturer la recommandation ou l'infestation. La mise en place des actions doit être surveillée et enregistrée, ça c'est la même chose. Toute infestation doit être documentée et les mesures de maîtrise toute infestation doit être documentée et les mesures de maîtrise mises en place. Oui, mais dès qu'on a une infestation, on doit intervenir. Ça me paraît assez logique, mais c'est tel quel dans l'IFS. En point 5, les appâts, les pièges, les destructeurs d'insectes doivent être en bon fonctionnement, en nombre suffisant et conçus pour leurs usages prévus et placés de manière appropriée. Bon, on respecte la loi, première chose, ça me paraît assez logique. Si vous faites appel à un prestataire, c'est justement parce que lui est plus au courant des lois sur les biocides, sur la gestion des nuisibles, et va vous mettre en place le bon dispositif adéquat. Le bon dispositif veut dire le bon arsenal en quantité suffisante, mais pas trop non plus. Benoît parlait tout à l'heure de pièges à phéromones qui étaient trop nombreux et qui faisaient de la confusion sexuelle. C'est exactement ça. Un prestataire doit être critique sur son métier et doit mettre le bon dispositif en nombre suffisant et au bon endroit. Je vais vous faire là-dessus, je vais vous faire un focus sur les DEIV parce que c'est très important. Mais voilà, il faut vraiment faire attention et critiquer ce qu'on fait. C'est-à-dire que toujours, on va revenir tous les ans, vérifier ce qu'on a fait et essayer de comprendre si c'était bien, si c'était pas bien. Donc ils doivent être co-subéditionnés pour ne causer aucun risque de contamination. C'est pour ça que je vous fais un point sur les DEIV, sur les risques de contamination. L'emplacement, il est primordial. Quel est le but d'un DEIV? C'est de ne pas attirer les insectes de l'extérieur vers l'intérieur. C'est de pas de les attirer sur la chaîne de production. Donc derrière, si on a un DEIV, on va les cacher. C'est-à-dire qu'on va les mettre soit dans les sas du personnel, on va les mettre jamais en face d'une fenêtre. On va toujours essayer de se mettre soit au-dessus de la fenêtre, soit en décalé, mais toujours essayer. Le but est, un insecte rentre, on va l'attirer vers l'extérieur. Donc on va le piéger sur la route, s'il faut le piéger, et on va l'attirer plutôt vers l'extérieur. On ne cherche pas à le faire rentrer. Vous mettez je l'ai vu beaucoup, les DEIV en face des quais, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ensemble des insectes qui étaient dehors qui sont rentrés dedans. C'est une bêtise absolue. Donc il faut faire attention, il faut réfléchir à la façon dont on va les mettre. Le nombre de DEIV, on va pouvoir l'adapter en fonction de l'historique, de l'environnement, de l'herméticité et de l'implication de l'usine. Vous avez un quai qui est tout le temps ouvert, vous allez mettre des DEIV, vous voyez que vous êtes tout le temps en train de piéger, vous allez avoir tendance à dire il faut que j'augmente mon nombre de DEIV. Mais sauf que si on a changé la culture de l'usine et le quai, il est refermé systématiquement,
eh ben, c'est 1000 fois mieux parce qu'au lieu de piéger, eh ben, on a plus de problème ou on a moins de problèmes et la quantité de DEIV va être intéressante. Ou alors, il faut vraiment augmenter parce qu'on a vu que dans la zone, sur la chaîne de production, on avait des insectes qui étaient en train de se balader, des insectes volants qui étaient en train de se balader pas loin. On va augmenter le nombre de DEIV en amont et à proximité de la chaîne de production. On ne met jamais un DEIV au-dessus de la chaîne. C'est toujours pareil. Le but, c'est pas de s'amuser à amener l'insecte tout près. L'insecte, on le fait reculer d'abord et après on le piège. Mais d'abord, on l'envoie plus loin possible. Parce qu'autrement, on se retrouve avec des papillons qui vont être pris dedans et on est un peu idiot, quoi. Enfin, voilà. Sur une plaque à glu, on retrouve absolument tout l'historique du site. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Lorsqu'on identifie et qu'on regarde une plaque à glu, là, on peut vous dire exactement quelle est votre gestion des nuisibles. Et où est-ce que vous habitez, qu'est-ce que vous faites comme activité. Donc là, je vous ai fait juste, c'est un dénombrement qu'on a fait. Donc chez un de nos clients, on a des DEIV. On a fait, alors là, je vous en ai pris 2 DEIV différents. On a fait un dénombrement des bestioles. Donc c'est pas juste dire « Ah, ben j'ai 200 mouches, j'ai 300 moucherons ». Mouche et moucheron, ça veut rien dire. Enfin, mouche, ça peut vouloir dire quelque chose, mais il faut vraiment essayer de trouver quelles sont les bestioles. Donc on va essayer de déterminer au maximum les bestioles. On ne va pas descendre à l'espèce, enfin ou rarement, c'est pas très important. Mais on va vraiment essayer de voir d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. Donc là, par exemple, sur une plaque à DEIV, on va ressortir, on va vous dire « Ah bah attention, là, on a de la vrillette du pain. Attention, ça, on a un problème. On a telle bestiole sur cette plaque, ça veut dire que là, il faut aller chercher là. Parce que derrière, donc dans le carter de la machine, là, vous avez un problème, réellement. Bon, par contre, on va se retrouver avec des bestioles de l'extérieur. Et là, on va vous dire, fermez les portes. Ou alors des bestioles qui sont des milieux humides. Donc là, soit on a un problème d'eau à l'intérieur de la zone, soit vous avez un problème d'eau à l'extérieur, mais on va essayer vraiment de voir dans l'environnement pourquoi est-ce qu'on a cette présence de bestioles là. Et est-ce qu'elle vient de l'intérieur, est-ce qu'elle vient de l'extérieur. Si elle vient de l'extérieur, il faut fermer. Si elle vient de l'intérieur, il faut savoir pourquoi, il faut essayer de l'éliminer. Donc là, je vous ai juste remis, bon, c'est la même chose, mais voilà, une fois qu'on a fait l'ensemble des DEIV, on va vraiment avoir des conclusions et essayer d'analyser quelles sont les traces qu'on a trouvées sur un DEIV. Donc, j'ai trouvé telle bestiole. Bon, on a un problème d'herméticité du bâtiment. On a une présence importante d'eau et de matière organique en décomposition sur la zone. Donc là, il faut faire une action corrective là-dessus. On a une infestation probable, c'est ce que je vous disais, de vrillette du pain. Donc là, on va aller faire une action là-dessus, on va aller faire du nettoyage, on va aller faire un traitement en fonction de la quantité de l'infestation. On va mesurer cette infestation. Une fois qu'on sait qu'on a ça, c'est une détection, le DEIV. C'est pas, encore une fois, le DEIV permet de piéger dans un sas, de piéger 3 mouches si vous avez 3 mouches, mais ça va pas... C'est pas un moyen de traitement. On va pas dire, j'ai mis 10 DEIV, c'est bon, je suis tranquille, j'ai pas d'insectes volants. C'est pas le cas. Par contre, ça nous permet vraiment d'analyser et de voir quels sont les problèmes potentiels sur le site. J'en ai presque fini. Il reste 2 points dans l'IFS. Donc le point 6, les réceptions doivent être inspectées dès leur arrivée pour vérifier l'absence de nuisibles et toute observation doit être enregistrée. Bon, ça, c'est le contrôle des matières premières. Quand on a des matières premières à risque, parfois il y a des zones de quarantaine qui peuvent être créées. Quand on a des matières premières qui rentrent, on connaît le fournisseur, il fait un moyen de gestion, on connaît le transporteur, il a mis en place des actions, on est plus tranquille, on va inspecter les marchandises quand même pour être sûr, et dès qu'on trouve un problème, on le signale immédiatement. C'est-à-dire qu'on doit le documenter. Parce qu'autrement, c'est pareil, ça c'est vraiment une demande de l'IFS. Et enfin, l'efficacité des mesures de lutte contre les nuisibles doit être surveillée, y compris par des analyses de tendance pour permettre des actions appropriées en temps voulu. Les enregistrements de cette surveillance doivent être disponibles. On est vraiment sur l'analyse et la critique de ce qu'on est en train de faire dans une démarche d'amélioration continue. Tous les ans ou tous les 6 mois ou tous les laps de temps définis, on doit critiquer notre action et se demander pourquoi est-ce que on a eu quand même une infestation. Est-ce que notre dispositif est adéquat? Est-ce qu'on a des pièges connectés, par exemple, mais on voit des traces de rats? Est-ce que c'est judicieux?
Est-ce qu'il ne faut pas mettre des choses en place différentes? Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre un point important parce que c'est vraiment vérifié dans l'IFS. Les analyses de tendance aussi, c'est-à-dire qu'on dit mon site, sur 10 ans, il est en train de s'améliorer sur cette bestiole-là, ça va bien. Sur cette bestiole-là, j'ai un problème. J'ai un changement d'activité, je crée céréales différentes ou quelque chose comme ça. J'ai changé de fournisseur. Et là, hop, j'ai un changement. Soit j'en ai plus, soit j'en ai moins. Donc je dois savoir pourquoi et je dois donc analyser mon site en général. Voilà. On va passer après. On vous a amené plein de petites bestioles. On va pouvoir en discuter. On est dispo tous les deux pour discuter de ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des questions particulières sur les normes, sur les bestioles, sur quelque chose? Non, oui, on parle souvent d'une quantité suffisante de pièges ou pour le monitoring. Est-ce qu'il y a des normes là-dessus par rapport à des superficies ou non, c'est vraiment à chaque fois une analyse de risque à façon Là-dessus, d'un côté, il y a les AMM qui vont vous dire il faut sur tel produit chimique, sur tel rodonticide, il faut mettre tous les 10 mètres un piège. Mais non, il n'y a pas de norme. C'est-à-dire que vraiment, justement, c'est empirique. C'est vraiment la qualité du prestataire qui est la plus importante et d'aller chercher et que le prestataire puisse vous expliquer pourquoi est-ce qu'il en a mis tant et pourquoi est-ce qu'il fait comme ça. Il va adapter, encore une fois, il va adapter son activité. Donc il peut vous dire, je suis sûr, il en faut 10 là, parce que là j'ai un gros risque, et un an après vous dire, on n'en met plus que 2. Parce que vous avez changé, parce que en fait finalement je comprenais pas bien le site, parce que voilà. Tout ça, ça vient de l'historique des infestations, de l'historique de ce que vous avez, et c'est quelque chose qui évolue constamment. Il n'y a pas du tout de... C'est pas bête et méchant, justement. Il faut sortir de ça complètement. Le poseur de boîte qui met ses trucs et qui vous voit pas et tout ça. Non, non. Aujourd'hui, un prestataire de service, il passe autant de temps avec vous à vous expliquer ce qui se passe. Il va passer 50% de son temps à chercher les problèmes, 25% de son temps à contrôler ses postes et 25% de son temps avec vous. Mais vraiment, 50% du temps, c'est de chercher, de vraiment aller voir quels sont les problèmes et où. D'autres questions? D'autres questions, pardon. Non? Ouais. On pourra en parler aussi après. Ouais, on parlait de la loi Egalim là, et de pièges qui seraient sur la sellette. Donc on se parle de quels pièges concrètement? C'est les plaques à glu, c'est Essentiellement les plaques à glu. C'est l'histoire de la surveillance animale, c'est les plaques à glu. Aujourd'hui, alors les pièges à tapettes sont les pièges qui sont en vogue. Bon, quand on prend, il y a quand même avec les caméras, on peut parfois voir qu'il y a déjà des rongeurs qui peuvent se sortir de ces pièges-là. Donc voilà, il y a des rongeurs qui peuvent être bloqués d'un côté et qui souffrent quand même. Donc en ce moment, il y a tout qui évolue comme ça. Et on est un peu dans le dilemme de plus de toxique, mais qu'est-ce qu'on met quoi. Sachant que le toxique aussi, en souffrance animale, est un peu considéré comme pouvant faire souffrir. Donc ça dépend vraiment. Aujourd'hui, il y a vraiment une évolution de tout ça avec une réflexion qui est là-dessus. C'est très politique et donc je ne vais pas rentrer plus que ça là-dedans. Voilà. Autre chose? Ouais, je vous remercie.